sera obligé de démissionner pour cette fois. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et l'a dit, est-ce que vous pouvez vraiment garder... Alors, donc, vous ne voulez pas qu'on lise? Mais alors, suivez quand même attentivement. Honorable Ladi, pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Ladi, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Honorable président, honorables membres du bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3.2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéa 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérante. Financée par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. Soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement de travaux de construction du dit établissement pénitentiaire. Ces fonds provenaient du compte numéro 051 01 010 248 45. Les autres l'opposé. Est-ce que vous pouvez vraiment vous calmer pour que nous suivions? Non, c'est pas possible. Sinon, je vais demander au rapporteur d'arrêter la lecture. Maintenant, je requiers votre silence. Merci. Poursuivez. Ces fonds
cette somme de 19 900 000 $ payée sur le compte de la société Zion Construction SRL constituait le premier acompte du montant convenu. L'examen minutieux de pièces du dossier permet de dégager que l'inculpé Constant Moutamba avait sollicité et obtenu de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré avec la société susvisée au coût de 39 877 067 US $, suivant la lettre numéro 316 DGCMP DG D1 GEM 2 2025 du 26 février 2025 de Madame la Directeure Générale AI. Le susnommé Constant Moutamba Tungunga avait par la suite sollicité par sa lettre 729 LF 436 CAB MINE MINE G Garde-Sceaux 2025 du 1er avril 2025 de la Première ministre l'approbation du contrat de gré à gré signé avec la société précitée. Par sa lettre numéro CAB PM CTS EPM PPP du 8 mai 2025, Madame la Première ministre, sous la plume de son directeur du cabinet, avait instruit les ministres d'État et ministres de la Justice et garde-sceaux de surseoir à la procédure d'attribution de ces marchés en attendant son approbation, et c'est conformément à l'article 15 de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il s'y est de préciser que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Moutamba Tungunga n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US $, et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GCMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Moutamba Tungunga a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à la société Zion Construction SRL en violation de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il s'y est de préciser que l'argent versé au compte de cette société
provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Signalons que ces fonds sont gérés par un établissement public à caractère social dénommé Fonds spécial de réparation et de répartition de l'indemnité aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Il y a lieu de noter également que la société Zion Construction SARL n'a été enregistrée au guichet unique de création d'entreprise que le 29 mars 2024 sous le numéro KNG-24-B-01254 avec un capital social de $5 000 américains. Cette société n'a ni personnel administratif, ni personnel qualifié et n'a qu'un seul associé actif déclaré à la Direction générale des impôts. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics prévue et punie par l'article 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits et de peines comminées par cette disposition, il est de bon droit que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, M. Constant Mutamba Tungunga, puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Signé Firmin Vondé Mambou, procureur général près la Cour de cassation. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, nous allons demander aux différents présidents des groupes parlementaires de nous désigner par écrit aujourd'hui même un membre du groupe qui fera partie de la commission qui va qui va se pencher, qui va auditionner les ministres d'État et après que le procureur général de la République ait présenté son réquisitoire. Et ça vous reviendra maintenant en plénière pour autoriser l'instruction. Voilà. Merci beaucoup, honorables députés et chers collègues. Honorables députés, chers collègues, nous passons sans plus tarder au second point consacré au contrôle parlementaire par l'audition de la question orale avec débat adressée à Monsieur le directeur général de l'Office des voiries et de l'ENA. Hier, le 20 mai, contre un député national en fonction jouissant de ses immunités jusqu'à preuve du contraire non levée par cette Chambre. Il s'agit bien
du collègue Matata Ponyo Mapon. Honorable Président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 149 de la Constitution, la justice sur toute l'étendue du territoire national est rendue au nom du peuple congolais. Et c'est nous qui représentons ce peuple congolais-là. Bien que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, soit soumis à l'autorité de la loi, mais les décisions judiciaires que ces derniers prononcent, ils ne les prononcent pas à son nom. Ils les prononcent au nom du peuple congolais. Et nous, en tant que législateurs, nous ne pouvons pas accepter que des décisions iniques soient rendues au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas non plus accepter, cautionner des erreurs jurisprudentielles rendues par la haute cour du pays, laquelle cour est censée être gardien, veiller à l'application et la bonne de toutes les dispositions législatives et réglementaires en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne pouvons non plus, honorable président, puisque ces décisions sont rendues au nom du président de la République, ce n'est pas non plus au nom de ces juges. Ces décisions, j'allais dire exécutées. J'allais dire, honorable président, puisque ces décisions sont exécutées au nom du président de la République, nous, en tant que représentation nationale, la seule qui avons été élus aux côtés du président de la République, au nom duquel ces décisions sont censées être exécutées, n'acceptons pas, honorable président, que des décisions iniques, entachées d'irrégularité, soient exécutées au nom du président de la République. C'est pourquoi, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, la justice de notre pays vient de connaître un coup dur que nous n'allons non plus accepter. Ainsi, conformément à l'article 107 de la Constitution à son dernier alinéa, ainsi qu'à l'article 105, alinéa 4 et 5 de notre règlement intérieur, qu'il plaise à l'auguste plénière de l'Assemblée nationale de bien vouloir adopter et responsabiliser votre bureau, honorable président, à pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour la surséance de l'exécution de la décision prise contre notre collègue jouissant pleinement de ses immunités parlementaires. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Mais vous n'avez pas fini. J'ai dit honorable président. Merci. Ok, honorable Zodomio. Honorable président, honorable député, chers collègues, honorable Zoum est un chef coutumier, il a tenté quand même de m'intimider un peu. J'ai été électrocuté. Alors, honorable président, honorable député, chers collègues, prenant la parole ce jour, honorable président, je m'interroge sur une situation qui concerne principalement les victimes
de Kisangani, les victimes de la guerre d'agression qu'a connue la RDC. Et j'aimerais que vous puissiez m'accorder le temps pour que... Un instant, honorable Zonamio. Quand vous aviez inscrit vos noms sur le même papier, je croyais que c'était la même motion. Terminons d'abord avec la première motion pour vous asseoir. Alors, vous souffrez que je puisse alors aborder la motion d'hier. La motion dans le même sens que l'honorable Zouma. Honorable Président, le juriste que nous sommes, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons effectivement parce qu'il est vrai que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et s'opposent au pouvoir public. Eh bien, c'est le principe. Le droit résidant dans les nuances. Il était nécessaire de comprendre l'essence de l'intervention de l'honorable Zouma qui sollicitait de la plénière, au vu de la décision rendue, que nous puissions nous prononcer, puisque nous en avons le droit, et ça c'est le constituant qui nous le donne, de suspendre la détention du collègue. Ça c'est la nuance, et c'est dans ce sens qu'il fallait le comprendre, et cela ressort de l'esprit de l'article 107 en son dernier alinéa. Maintenant, honorable Président, nous nous interrogeons parce que nous sommes sortis de l'école de droit non sans distinction. Comment se fait-il que vous avez parlé à plusieurs reprises, vous avez écrit au nom de cette représentation nationale et en écrivant, vous vous êtes effectivement interrogé parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des députés qui sont en insécurité juridique. Nous nous interrogeons. Notre juge naturel, c'est le juge de cassation. Et pour qu'il nous poursuive, il faut une double levée d'immunité, c'est-à-dire la levée de notre responsabilité et la levée de notre inviolabilité. C'est ce que dit, n'est-ce pas, les théories de droit en matière des immunités. Et le juge de l'ancien Premier ministre, à en croire l'arrêt en interprétation de la Cour constitutionnelle, donc la Cour constitutionnelle, a poursuivi un ancien Premier ministre sans que le Congrès ne se réunisse et que le Congrès le mette en accusation. Ce sont là ce que nous pouvons considérer comme des risques épistémiques et même, je dirais, juridiques que la Haute Cour a voulu enseimer au travers de son arrêt rendu hier. Il est vrai, honorable Président, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas débattre des arrêts de la Cour, mais il n'est pas moins vrai non plus que nous devons prendre nos responsabilités face à l'histoire. Honorable Président, la sagesse ancienne, que pour lutter contre une érosion, il faut assister le voisin menacé des têtes d'érosion. C'est bien parce qu'on a des experts ici, le DG de l'OVD qui est venu. Aujourd'hui, plus nous laissons des maisons être emportées, mais plus l'érosion devient grande et en fin de compte, on va se retrouver ici, nous serons sans main-d'œuvre, vous y compris, honorable Président, et il n'y aura personne pour assister qui que ce soit. Évitons d'arriver à cela. On vous a fait confiance, nous faisons confiance au Président de la République, mais n'oublions pas que la politique que nous faisons, nous devons la faire avec beaucoup d'humilité. Je suis de la majorité, nous défendons le Président de la République, il a fait appel, n'est-ce pas, au-delà de la lutte contre l'impunité, à l'idée de la cohésion nationale. Nous devons, honorable Président, honorable député, sortir de nos émotions individuelles, considérer la chose dans son ensemble et voir les risques que nous avons, nous, en tant que députés,
et voir où est-ce que nous allons, où est-ce que le juge nous place, puisque les immunités qui est cette coque qui nous protège contre la vulnérabilité judiciaire ou juridictionnelle d'abord, on nous l'a ôté depuis hier. Nous sommes là dans une immunité théorique. Et demain ou après-demain, tout le monde peut tomber dans le même filet et il n'y aura personne pour le protéger. Et je conclus en disant et en répétant ce que j'ai toujours dit, que devant le tribunal de l'histoire, honorable président, il n'y a pas d'immunité. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Zozomi. Honorable Monankoy. Honorable Président, je vous remercie de la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, il est vrai que l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'hier je disais, honorable Président, il est vrai, honorable Président, disais-je, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'hier a troublé la conscience de plus d'un juriste. Et en commençant par nous, les constitutionnalistes. L'équation était simple. Ou bien les collègues Matata étaient poursuivis pour avoir commis une infraction de détournement dans le cadre du projet Bukanga Lozo, et ce, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, auquel cas, effectivement, son juge naturel est la Cour constitutionnelle, ou bien les collègues a été poursuivi comme député national et à ce titre, il n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Mais puisque la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente et puisqu'on l'a poursuivi du chef de détournement dans le cas du projet de Bukanga Lozo, au nom du principe de la cristallisation des faits en droit pénal, la Cour était liée par la procédure d'une double demande de levée, comment dirais-je, d'autorisation de poursuite et de mise en accusation. Et donc, la Cour aurait dû logiquement aboutir à l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Mais, honorable Président, l'article 151, alinéa 2 de la Constitution, nous interdit malheureusement de statuer sur des différends juridictionnels et même de nous opposer à l'exécution des décisions de justice. Normalement, nous n'aurions même pas dû discuter de ça ici. Mais la question interpelle le politique que nous sommes aussi. Parce que c'est nous qui sommes législateurs. Nous sommes même constituants dérivés. Nous pouvons modifier la Constitution, tout comme nous pouvons modifier les lois qu'applique la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que j'interviens, honorable Président. Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable Président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique, en s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Constitution. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté. Alors même que
la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41 ou 49. La Cour, allant au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, sans discuter de l'arrêt de la Cour, sans s'opposer à son exécution, la première démarche à faire, honorable président, c'est que vous, notre président, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, que ceci soit évoqué. Et deuxièmement, oui, je suis moi-même auteur de 2 propositions de loi, aussi bien sur la Cour constitutionnelle que sur les référendums. Dans ces cadres-là, chers collègues, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités pour dire à notre Cour ce qu'elle doit faire. Il y a une différence. Il y a une différence nette dans une démocratie entre les représentants du peuple qui édictent des normes et les juges qui ne font que les appliquer. Le juge ne peut pas se substituer au législateur pour pouvoir s'attribuer des compétences qu'il n'a pas. Ce sont les 2 démarches que je vous propose, honorable président, pour essayer de sortir de ce nœud gordien. Je vous remercie. Merci, honorable Monaco. Honorable député et chers collègues, je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici des pour et des contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis et nous poursuivrons la question. Merci beaucoup. Dans le même ordre d'idées, pour que vous soyez informés,